Je pense qu'au Japon, on peut oser un petit retour à l'histoire d'abord. Le Japon, ils se sont intéressés à Taïwan à partir des années 1870. Ça fait, enfin, au niveau vraiment stratégique, vers les années ouais, 1850-1870, les premiers écrits stratégiques sur Taïwan, où ils notent en fait dans le contexte d'ouverture forcée du Japon au commerce par les puissances étrangères, il note cette position de Taïwan à l'extrémité sud-ouest de l'archipel japonais et puis d'Okinawa. Et en fait, très rapidement, ils se disent, quand ils prennent l'île aux Chinois en 1895, ils se disent cette île est très intéressante pour nous parce qu'elle nous permet de nous rapprocher des marchés d'Asie du Sud-Est et en même temps de la Chine. Donc, depuis lors, Taïwan est resté un intérêt stratégique et maritime de premier ordre pour les Japonais. Donc, en partant de cette histoire-là, on peut inférer que le contrôle de Taïwan par les Chinois pourrait ne pas faire exactement les affaires du Japon. Maintenant, pour tout un tas de raisons, puisque les routes maritimes qui courent vers le Japon depuis le Moyen-Orient, on sait que le Japon est très dépendant aux importations, que ce soit en matières premières. Maintenant, sur le rôle exact du Japon aujourd'hui en cas de soucis à Taïwan, oui, il y a l'article 9 dans la constitution japonaise, mais en même temps, cet article 9 fait l'objet de révisions régulières par le gouvernement LDP au Japon, dans le sens d'un engagement plus vigoureux des forces armées à l'étranger. On y aura aussi des indices quand on regarde la stratégie de sécurité nationale japonaise qui autorise le déploiement, le développement aujourd'hui de capacités d'anti-frappe et qui serait à longue portée et qui serait, pour dire les choses simplement, capable de neutraliser les sites lanceurs adverses, c'est-à-dire probablement en Chine. Il y a autre chose aussi, c'est que traditionnellement, on a plutôt considéré que le Japon jouerait un rôle, évidemment, dans le cadre d'une potentielle crise taïwanaise, mais un rôle logistique. Pourquoi? Tout simplement parce que, par définition, les Américains étant disposés à Na, à Okinawa et au Japon sur plusieurs bases, dont celle de Yokosuka, les Japonais ont forcément un rôle puisque ces bases sont sur le sol japonais. Maintenant, ce rôle dont on prévoyait seulement un rôle vraiment logistique jusqu'à aujourd'hui, il est possible, lors d'une crise, que la diète japonaise, par exemple, se décide à traiter une crise autour de Taïwan et justement par rapport à leur loi d'approvisionnement maritime comme une menace existentielle pour le Japon. En cas de menace existentielle, ça fait sauter déjà quelques limites pour l'emploi des forces d'autodéfense. Je rajouterai autre chose aussi, c'est que les Japonais, dans leur déploiement, on voit bien qu'ils se préparent à l'éventualité d'une crise à Taïwan. C'est comme ça qu'ils disposent des missiles sur les petites îles des Ryukyu, mais qui s'approchent beaucoup de Taïwan, vers 100 km à l'est de l'île, sur Yonaguni ou Ishigaki, où ils se disposent aujourd'hui, que ce soit des missiles anti-navires ou anti-aériens, qui ont une certaine portée, et dont certains couvrent Taïwan par exemple. Et ça aussi pour les Japonais, c'est une manière de garder les détroits. On voit aussi que les Japonais se rapprochent des Philippines
pour utiliser les bases philippines potentiellement, et ce qui ouvre la voie possiblement à un déploiement de soldats japonais aux Philippines, ce qui serait une première historique depuis 1945. Donc on voit que sur Taïwan, le Japon ayant d'ailleurs une politique d'une seule Chine, sur Taïwan, les Japonais agissent directement sur Taïwan, et maintenant ils ont un attaché de défense à Taipei et tout ça, mais ce qu'ils font surtout, c'est se disposer autour de l'île. Voilà. Ce qu'on peut faire pour l'ASEAN, c'est diviser en pays. Il y a des pays qui sont plus susceptibles d'être davantage favorables au but de Pékin. En Asie du Sud-Est, on peut citer la Birmanie, du côté de la junte, le Cambodge, possiblement le Laos. Ensuite, on peut voir des États qui sont dans une position de neutralité, même si tous ces pays de la zone, ça ne les arrangerait absolument pas qu'il y ait une crise dans le détroit de Taïwan, puisqu'ils ont des liens économiques extrêmement forts, à la fois avec Taïwan et à la fois avec la Chine. Mais ensuite, on a des pays qui sont un petit peu plus neutres sur la question. Bon voilà, ils sont davantage pour la sauvegarde de la stabilité du détroit, mais en même temps, ils ont des liens extrêmement forts avec Pékin. Je pense à la Malaisie, je pense à Singapour, l'Indonésie. Il y a un pays, en revanche, qui s'engage beaucoup plus nettement du côté de Tokyo, de Washington et de Taipei, ce sont les Philippines. On en a parlé déjà pour le Japon, mais ces accords de basing pour des troupes, ça concerne aussi les Américains qui se redéploient notamment à Luçon, qui est la grande île au nord des Philippines. Il y a aussi un tout petit archipel au centre du canal de Bashi, le canal du Bashi qui sépare Taïwan des Philippines, qui fait à peu près 400 km de large. Il y a un petit archipel qui s'appelle les Batanes. Et sur les Batanes, pareillement, les Philippins et les Américains installent des missiles. Pourquoi ? Parce que il est clé pour les Alliés de prévenir le franchissement de ce détroit par la marine chinoise en cas de crise à Taïwan. Tout simplement parce que si vous empêchez le franchissement du détroit, l'est de Taïwan reste accessible pour des forces d'interposition probables. Alors, l'Inde évite en général les positions très tranchées sur Taïwan. Les deux économies sont en rapprochement néanmoins, mais enfin par rapport au commerce avec les Chinois, c'est pas comparable. L'Inde surveille la situation de loin parce qu'elle n'a pas intérêt à une suprématie chinoise sur les eaux d'Asie de l'Est. Pourquoi ? Parce que l'Inde réfléchit à son propre environnement stratégique, c'est-à-dire ce qui sépare les côtes de l'Est de l'Afrique jusqu'au détroit de Malacca, l'océan Indien. Puisqu'elle voit bien, on a parlé de la stratégie des mers lointaines de la Chine à l'époque. Cette stratégie des mers lointaines inclut l'océan Indien, puisque l'océan Indien, évidemment, ça va jusqu'au Moyen-Orient, vers les détroits Bab el-Mandeb, tout ça, d'où la Chine tire son pétrole. Et donc, les Indiens ressentent une très forte pression sur leur nord-ouest et sur leur frontière nord avec la frontière pakistanaise, le Pakistan étant un allié historique de la Chine, et aussi au Cachemire, mais aussi sur tout ce qui est frontière tibétaine. Donc ils ont cette pression chinoise au nord déjà. Ils ressentent aussi une pression chinoise au sud pour tout ce qui concerne les questions de stratégie maritime. Donc ils n'ont pas intérêt à voir les choses se déstabiliser dans le détroit de Taïwan. Maintenant, pour sortir un petit peu, pour dézoomer un petit peu de la question taïwanaise,
les Indiens et les Américains avaient amorcé un rapprochement assez structurel depuis 10-15 ans, justement parce que Washington s'en sert pour contrebalancer la Chine, et New Delhi se sert de Washington aussi pour contrebalancer la Chine. On est dans un jeu d'équilibre des puissances. Je pense qu'on a trop vite enterré ce partenariat avec l'annonce des droits de douane de Trump et l'effet que ça a fait envers Modi, qui, on l'a vu, est parti à participer à la conférence sur de l'Organisation de coopération de Shanghai. Je pense que les Indiens ont été échauffés par cette imprévisibilité américaine et ces droits de douane qu'ils perçoivent comme punitifs. Ils ont été aussi heurtés par le rapprochement de Trump avec Islamabad. Et en même temps, dans ces mouvements américains, il y a aussi le message envoyé à l'Inde de dire nous avons d'autres pivots dans la région. Donc il y a un signal d'éloignement, mais il y a aussi un signal pour dire restez près de nous parce que nous avons d'autres, parce que nous avons aussi nous ne sommes pas dépendants de l'Inde. Et au fond, il y a quand même je pense, un intérêt structurel pour les États-Unis et l'Inde à collaborer sur la question. Maintenant, l'Inde fera selon ce que lui dictera son intérêt du moment.